ça comme l'excellence. J'en ai coupé. Maintenant, les porte-parole de l'administration, je suis prêt à vous entendre. Monsieur Tomlinson, conseiller Tomlinson, la parole est à vous. Oh, je peux rester assis, mon Dieu. Oui. Bon, là, mon setup, il marche plus, là. Bon, excusez-moi. Merci, Monsieur le Président. Premièrement, merci beaucoup. Je pense non seulement pour le rapport, mais pour tout ce que vous et votre équipe vous faites au quotidien. Je pense que vous êtes un chaînon extrêmement important dans tout ce que la Ville a à offrir à ses citoyens. Donc, merci pour le travail. C'est vraiment du gros travail que vous faites. Je pense que votre rapport en fait part. Moi, je voulais vous parler en particulier de tout l'aspect d'avoir un lien avec le contrôleur général. C'est quand même très intéressant parce que c'est vraiment nouveau cette année d'avoir cette nouveauté-là, d'avoir ce lien-là direct avec une personne ressource. Et à la lumière des tableaux de suivi que vous nous avez présentés, qui sont vraiment pas reluisants, mettons ça comme ça. Donc, en lien avec le genre de suivi, par exemple, pour les recommandations des années dernières, en lien aussi avec ce nouveau rapport-là, est-ce que pensez-vous pouvoir nous expliquer, dans le contexte où c'est que vous avez ce nouveau lien-là avec le contrôleur général, est-ce que vous pourriez peut-être nous faire état de certaines difficultés que vous aviez vues dans le passé qui auraient nécessité ce genre de lien-là avec le contrôleur? Quel genre d'apport pouvez-vous nous donner plus de détails sur l'apport que ce lien-là vous donne dans votre travail au quotidien? Madame Galipo. C'est sûr que nous, comme vérificateur général, moi j'ai un pouvoir de recommandation et pas de réalisation. C'est l'administration municipale qui a le pouvoir de réaliser les plans d'action qu'elle nous fournit. En mettant une ressource au contrôleur général qui aura le rôle de suivre la réalisation de ces différents plans d'action, c'est qu'on vient à ce moment-là l'administration municipale prend le plein contrôle de la réalisation de ces plans d'action et s'assure qu'ils sont faits. C'est sûr que nous, on recommande quand même de faire une reddition de compte, de mettre en place des indicateurs pour que les gestionnaires réalisent qu'ils doivent livrer les plans d'action qu'ils ont fournis. Il faut comprendre que lorsqu'on émet un rapport, il est discuté et présenté à toutes les unités d'affaires et qu'on demande un plan d'action. Nous ne réalisons pas le plan d'action, nous ne questionnons pas l'échéancier non plus. Nous, on fait un suivi par rapport à ce qui nous est fourni par les unités d'affaires. Mais en ayant une personne qui va s'en occuper de façon continue dans l'année, ce que ça va faire, c'est que ça va faire une certaine pression, je dirais, pour vraiment les réaliser. Ça va faire en sorte qu'on va dire c'est sérieux. Pour moi, ce que ça fait, et pour nous, je crois, c'est que ça vient mettre un élément sérieux en disant les recommandations du vérificateur général sont importantes et on veut qu'elles soient réalisées. Il faut comprendre aussi que nous n'émettons pas de recommandations pour le plaisir. Nous émettons des recommandations. Comme j'ai souvent dit quand je fais des présentations, j'ai aucune bonification au nombre de recommandations. Mes recommandations, lorsque les gens émettent une recommandation, c'est qu'on trouve ça très important et c'est extrêmement discuté. Il faut comprendre que chaque rapport est présenté avant même d'être publié. Il est présenté avec les différents intervenants dans le rapport et que ce sont eux qui nous fournissent les plans d'action. Donc, pour moi, en mettant une ressource qui s'en occupe, dont l'emploi, c'est de faire ça, bien, ça va amener une certaine, en fait, importance à ce que les recommandations et que les plans d'action soient aussi des bons plans d'action et avec des échéanciers réalisables. OK. D'accord, merci. Donc, pour bien comprendre, en suivi de ça, merci de la réponse. Donc, depuis que ça a été instauré ou que ça... Oui, c'est un peu nouveau. Il est arrivé le 6 mars 2019. Oui, mais mettons que depuis le mois de mars. Quel genre de différence que vous voyez dans le travail, au-delà des espérances
que ça pourrait donner? Est-ce que vous avez concrètement moi, ce que je des m'attends, c'est idées? que l'an prochain, ça va être beaucoup mieux. C'est ce que je m'attends. Aujourd'hui, ce qu'on a fait, c'est que nous, on a quand même eu des rencontres avec les gens du contrôleur général pour expliquer le fonctionnement, puis faire... Et là, il y a une coordination, parce qu'on veut quand même... D'ailleurs, dans le plan stratégique qui vous est présenté au chapitre 8 de ce rapport, on indique un de nos objectifs, c'est de favoriser la mise en œuvre de nos recommandations. Alors, on a une volonté quand même que nos recommandations soient mises en place. Et je pense que la répercussion va se voir au niveau de l'an prochain beaucoup plus. Vous aurez aussi comme décideur l'information, parce qu'on vous fournira maintenant un suivi, on vous fournira l'information. Vous n'aurez pas à ce moment-là l'information la journée où je me présente, où on dépose le rapport annuel. Oui. Ça, je pense que c'est très favorable aussi là, pour l'administration municipale. OK, juste une dernière petite question, oui. Parce que là, vous avez mentionné des choses qui m'intriguent. Bien, est-ce que vous pouvez faire le lien entre peut-être un taux d'application de vos recommandations plus élevé grâce à cette nouvelle relation? Je l'espère. Okay. Très bien. Moi, je n'ai pas de boule de cristal. Votre intervention? D'accord. Si je vous permettez juste de poursuivre, j'ai un autre sujet qui m'intéresse, c'est toute la question de l'électrification des transports. Oui. Vous mettez dans votre rapport en lumière plusieurs inquiétudes sur le dossier de l'électrification, un peu la façon que ça a été mis en place, un peu peut-être à la pièce, si je peux me permettre, même si ce n'est pas vos mots. Donc, il y a eu quelques problématiques, disons-le, au niveau de la mise en œuvre, qui n'auraient pas nécessairement... En fait, peut-être que ça aurait eu lieu d'avoir un plan d'action un petit peu plus étoffé pour assurer que ça se fasse peut-être de manière plus sérieuse ou intéressante ou que ça donne des résultats plus escomptés plus rapidement. Mm-hmm. Donc, vous mentionnez aussi que l'absence d'un genre de plan d'action fait en sorte qu'il y a eu de la problématique au niveau de la coordination des différents services touchés, puis que ça aurait peut-être ça n'a pas donné de vraiment d'aide à la stratégie en général, cette chose-là. Donc, ce que je voulais savoir, c'est dans le futur, est-ce que ça ferait partie de vos recommandations de dire, bien, ce genre de plan d'action-là, les rôles, les responsabilités, vraiment bien définis pour chacune des unités, etc., que ça soit déposé en même temps qu'une stratégie? Et si oui, comment ça pourrait être bien fait dans ce sens-là? Bien, écoutez, nous, on a fait une recommandation à la fait qu'il fasse un plan d'action, qu'il nomme un coordonnateur. Et moi, je pense que si on applique toutes les recommandations que l'on a mises dans le rapport, bien cela, puis un plan d'action, il faudra qu'il soit présenté effectivement, parce que bien comme on l'explique dans le rapport, on est en voie d'atteindre les objectifs. Mais si on veut poursuivre vraiment avec l'électrification des transports, qui je crois va suivre, bien, il faut quand même un coordonnateur, qui ait un plan d'action et effectivement peut-être revoir la stratégie aussi. On amène la notion de veille technologique aussi dans le rapport. Les bornes, c'est une technologie qui évolue très rapidement. Donc, il faut se questionner, est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces bornes-là, celles qu'on avait, les 1000 bornes, est-ce que c'est la bonne technologie? Et tout ça doit être vu et je pense que ça va faire en sorte que la stratégie devra être révisée en conséquence, effectivement. Oui, bien évidemment, vous parlez des bornes, ça a été une des surprises que moi j'ai eues en lisant votre rapport, c'est justement... ce manquement-là, qui n'avait pas prévu de processus d'entretien, entre autres, et de savoir, bien, on fait des achats, mais on n'a pas nécessairement les bornes pour venir... on peut peut-être même pas les mettre à l'endroit où on a prévu les mettre. Exactement. Ça, je peux vous dire que c'est le cas chez nous, à Outremont. Notre système électrique n'est pas adéquat pour ce genre de choses-là. Donc, c'est une problématique, mais on va travailler là-dessus. Mais c'est quand même un peu surprenant parce que, évidemment... l'adoption de la stratégie, ça vient de 2016. On est rendu presque en 2020. Là, on voit qu'il y a eu des lacunes là-dedans. Idéalement, on aurait fait ça en amont. On aurait bien préparé les choses. Donc, est-ce que... Puis là, on a parlé d'un plan, justement, au préalable.
Est-ce que, d'après vous, d'avoir eu un tel plan aurait permis d'éviter certains oublis, comme justement, par exemple, l'entretien ou le manquement au niveau du réseau? Sûrement, si le plan avait été plus précis et bien fait, effectivement, sûrement, on ne se serait sûrement pas retrouvé avec une automobile achetée et pas de borne possible ou à l'endroit où on le prévoit. Aussi, le manque vraiment d'un vrai coordonnateur et tout ça, là, toutes les recommandations qu'on met, ça aurait sûrement aidé. Mais c'est nouveau, c'est relativement nouveau, l'électrification des transports. Moi, je pense que ce qui est un rapport d'un vérificateur général, il faut le prendre aussi dans le côté positif en disant c'est nouveau. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut faire? Le vérificateur, comme je disais d'entrée de jeu, on fait un regard complètement objectif et indépendant, vient vous indiquer voici les recommandations à mettre en place et ça va sûrement améliorer la situation. Justement, vous me faites une intro parfaite à ma dernière question. Oui. Donc, évidemment, en temps normal, quelle serait la pratique que vous recommandiez pour essayer d'éviter ce genre de manquement dans le futur? Par exemple, est-ce que l'entretien aurait dû être prévu dès l'acquisition, par exemple, dans les sommaires décisionnels? Écoutez, moi, je regarde une situation actuelle, je fais des recommandations par rapport à l'actuel, mais c'est sûr que lorsqu'on met un bon plan d'action, il faut regarder tout l'impact de tout ce qui se passe et regarder tout ce qui est fait. Puis je pense aussi, quand c'est nouveau comme ça, je reviens peut-être sur la notion de veille technologique. Il faut aussi regarder le marché, comment il évolue et avoir une certaine flexibilité pour se dire, bien, écoute, est-ce que notre stratégie est toujours encore adéquate ou pas? Effectivement. Super. Bien, merci d'avoir répondu à mes questions. Ça me fait plaisir. Très tard pour un autre intervenant. M. Mialet, conseiller Mialet. Merci, Monsieur le Président. Merci, Mme Guilbeault. Vous allez bien? Merci à toute l'équipe pour votre rapport. Je vous amènerai tout de suite à la gestion de la Cour, donc des différentes applications, et oui. que ce soit CECI, Stop Plus, ainsi que GESCour. Donc, on apprend en lisant votre rapport qu'il y a des données de CECI qui, ensuite, qui est l'émission des constats informatisés, doit faire un transfert de données à Stop Plus. Et on constate à travers vos vérifications qu'il y a un manque de données, qu'il y a des pertes dans le transfert qui se fait, des bugs, si on peut les appeler ainsi. Est-ce que c'est des pertes de transfert? Non, il n'y a pas de perte de données. Il n'y a pas de perte de données dans le rapport. Comment je pourrais dire il n'y a pas une trace. C'est la suite numérique, en fait. C'est la suite numérique. Par contre, à cet effet-là, je peux peut-être vous rassurer. Il faut comprendre que, je le disais d'entrée de jeu, que c'est un revenu très important pour la Ville. Dans le cadre de l'audit financier qu'on a fait depuis que je suis là, mais cette notion-là de suite numérique nous inquiétait beaucoup parce que vous comprendrez qu'on doit signer en s'assurant que les revenus qui sont là sont adéquats, effectivement. On porte une opinion sur en fait, dans tous les aspects significatifs, ça représente. Alors, ce qu'on a fait dans le cadre de l'audit financier, c'est qu'on a fait des tests. Et on a regardé si la suite numérique, quand il y avait un manquement, on a fait des tests à travers ça, on est allé voir si ce manquement-là, il y avait un retrait, et si le retrait, il était justifié, puis c'était les bonnes personnes. Alors, on a fait des tests pour nous rassurer. Donc, j'ai pas trouvé dans l'audit financier, mais il faut comprendre, c'est des tests, là, je vous le dis. Quand on fait l'audit financier aléatoire, on a regardé pour se rassurer, parce que comme je l'ai dit d'entrée de jeu, j'arrive en disant ça représente 189 millions, puis vous pourriez me dire, Mme Guilbeault, mais vous signez une opinion sur l'état financier, clairement. Alors ça nous inquiétait beaucoup. Alors on a fait des tests. Mais aujourd'hui, en fait, c'est la situation que l'on a. Moi, je pense que les équipes en place mettent énormément d'efforts pour maintenir ces applications-là, en vie. On est là sur le respirateur. Excusez, là, j'utilise un terme assez fort. On est vraiment sur le respirateur. Les équipes le maintiennent en vie. Mais aujourd'hui, cette désuétude-là, il y a des ressources qui vont quitter dans 24 mois.
au niveau de la relève, c'est en train de se former, mais c'est des vieilles applications, des vieux langages ou quoi que ce soit, à la fois pour GEM aussi. Donc, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est, écoutez, nous, on a testé, les équipes font tous les efforts pour le maintenir. En financier, j'ai fait les tests, ça va. Mais là, c'est une priorité Donc, à on n'est mettre pas sur ces capable applications. à savoir, vu qu'il n'y a pas de plan de relève et que les tests aléatoires n'ont pas démontré une perte comme telle, on n'est pas capable de chiffrer pour non l'instant, plus. je n'ai pas de chiffrement de perte pour l'instant. Mais, donc, comme je le dis, on est sur le respirateur. OK. Lorsque vous dites qu'il y a des suivis numériques, moi, j'ai un cas concret où est-ce que, entre autres, à GESCOUR, l'inspecteur, parce que c'est également les règlements d'arrondissement qui sont appliqués, j'ai l'inspecteur qui constate et émet un constat le 17 décembre, entre autres 2018, et à la Cour, il est seulement signifié 5 mois plus tard. Okay. Est-ce que votre évaluation a été aussi capable de valider ces erreurs, ces erreurs-là, mais ces lacunes-là? On a regardé les applications. Là. Okay. On n'a pas regardé la signification à la Cour, là, qui est un autre volet. Là. C'est un autre volet. Entendu. Si nous regardons les suivis des recommandations, okay? Je comprends, j'ai entendu l'administration qui parle de ressources. Ce qui m'inquiète d'emblée, par contre, c'est que lorsqu'on prend le rapport de 2017, on remarque dans le tableau qui est à votre page 467, d'emblée, on remarque que c'est l'année qui a 69 corrections à entreprendre, où est-ce qu'il n'y a eu aucun suivi. Par rapport aux autres années, où est-ce que le ratio était très peu de mesures à entreprendre. Pourquoi vous pensez qu'il y a eu ce manque de collaboration de l'administration à ne pas même entamer un suivi sur 69 recommandations? Ça semble, de loin, c'est 4 fois le nombre habituel. Vous avez absolument raison. Depuis les dernières années, je pense que c'est l'année, pas je pense, je suis assuré que c'est l'année où il y a le plus de recommandations dont il n'y a eu aucun commentaire ou aucun geste d'apporter dans notre système de suivi par les unités d'affaires. Pour quelle raison? J'en ai aucune espèce d'idée. Puis il est évident que cet aspect-là vient jouer, évidemment, sur le taux de mise en œuvre des recommandations à cause du nombre élevé. Parce qu'on peut bien dire qu'on a une ressource depuis mars, mais si on n'a même pas entamé un plan d'action à 69 reprises, je ne vois pas qu'est-ce que la personne va faire un suivi. Elle va faire un suivi sur un plan d'action qui a été entamé, mais les 69 n'ont même pas le plan d'action. Et là-dessus, est-ce que vous avez une recommandation à faire au service? Bien, en fait, moi, une des recommandations, c'est lorsqu'on met un plan d'action, comme je l'indiquais précédemment, lorsqu'on nous remet un plan d'action et une échéance, parce que j'ai indiqué qu'il y a des plans d'action qui n'ont même pas été entrepris et l'échéancier est dépassé, nous, on n'impose jamais un échéancier. Jamais. Mais je pense que quand on met un échéancier, on devrait, je préfère, je vais vous dire comme vérificateur général, qu'on nous remette un échéancier qui est 6 mois plus tard, mais qu'on réalise les recommandations. Et le deuxième élément, c'est qu'on recommande à l'administration de se mettre en place des indicateurs. Là, je pense qu'il faut qu'il y ait des indicateurs. J'espère que ça sera pris au sérieux par le comité de vérification de l'avenir. Merci. Un autre intervenant? Non, je n'en ai pas remarqué, il n'y a pas eu de... Je vais revenir. Monsieur Rotran. Juste pour ma clarification, j'ai entendu ce que M. Miali a dit et j'ai lu ça dans les journaux d'aujourd'hui sur les recommandations. Je dois être très, très clair parce que je trouve ça scandaleux. Peut-être que je n'ai pas compris. Est-ce qu'il y a vraiment un record nombre de recommandations qui n'étaient pas répondues du tout par l'administration? Dans le passé, le Conseil a noté des bonnes années, des années moins bonnes où
Il y a beaucoup des commentaires. Parfois, l'administration a dit qu'il ne partage pas nécessairement les recommandations. La majorité des fois, c'était accepté et il y a une action à 100% pour répondre aux vérificateurs, vérificatrices. J'aimerais savoir si c'est vrai, comme vous avez dit qu'il y a un record nombre des recommandations, il n'y a pas même un commentaire qui dit que l'administration n'est pas d'accord. Pas un mot. Non, parce que la plupart des recommandations, pour le dernier point, comme je le dis, la majorité des unités d'affaires sont en accord avec nos recommandations et nous donnent des plans d'action. Et le suivi que l'on fait, c'est par rapport aux plans d'action qu'ils nous ont fournis et aux échéanciers que les unités d'affaires nous ont fournis. Alors, ça, c'est le premier point. En termes de nombre, effectivement, c'est très élevé. Si je compare l'année passée, là, par rapport aux recommandations qui devraient maintenant être complétées, cette année, on en avait 31 pour 2017, puis il y en avait 6 l'année passée qui n'ont même pas rien qui a été fait. Là. Donc, c'est pas positif, c'est vraiment très élevé. Et par rapport à même, moi, ça fait mon 3e rapport, mais ça ne s'améliore pas, ça augmente. Monsieur Duquette. Merci, Mme Galipo. Je pense que les gens vont tirer leurs propres conclusions. J'ai une autre question sur notre sujet. Si vous le permettez, M. Rotran, s'il vous plaît, c'est sûr, quand on regarde les résultats globaux, oui, évidemment, on peut y aller par type de recommandation, par type de statut, mais si on regarde les résultats globaux, on est passé de 51 il y a 2 ans à, grosso modo, 51, 40, 32. Fait qu'on voit là, que les résultats globaux se sont détériorés. En fait, quand on parle de l'administration, pour être bien clair, c'est l'unité d'affaires comme telle qui ne vient pas apporter de commentaires. Nous, ce qu'on dit, c'est que, évidemment, à plus haut niveau, mais on devrait dire, unité d'affaires, pose un geste, si tu l'as posé, viens l'inscrire dans le système. Mais c'est pas fait, ce bout-là n'est pas fait. C'est pour ça qu'on parle que, évidemment, en ayant des indicateurs, on va peut-être le voir plus facilement. Mais il reste quand même une chose. Peu importe les gestes qu'on pourrait poser, c'est sûr que ça prend une volonté vraiment de tous les intervenants pour pouvoir mettre ça en application, parce que sinon, on n'aura pas de meilleurs résultats. Merci, je pense que vous étiez très, très clair. Est-ce que je peux poser une deuxième question, M. le Président? Une partie de votre rapport a touché les sécurités dans les bâtiments municipaux. Oui. Vous avez vérifié 3 arrondissements, Anjou, Le Chine, Côte-des-Neiges, Notre-Dame-de-Grâce, et vous avez trouvé des déficiences. J'aimerais savoir si de ces vérifications des 3, vous tirez la conclusion qu'il y a un problème dans tous les arrondissements et pour les bâtiments qui appartiennent à la Ville-Sainte. Il faut faire attention, le rapport portait sur la gouvernance et la gestion. Les tests que l'on a fait dans les arrondissements, c'était parce qu'on s'apercevait qu'il n'y avait pas de bilan global, qu'il n'y avait pas de normes, les rôles et responsabilités n'étaient pas clairs, c'était dans l'entièreté au niveau de la politique et de l'application de la politique. Lorsqu'on a fait des tests dans les différents arrondissements, même au niveau des plans d'urgence, lorsqu'on est allé regarder dans les arrondissements, on s'est dit, on ne voit pas ces choses-là au niveau gouvernance, mais allons voir dans des arrondissements, peut-être que ces choses-là sont là, même si nous, on les voit pas. Alors, la volonté dans les tests, c'était de dire, peut-être que sur place, c'est là. Alors, là, ce qu'on s'est aperçu, c'est qu'il y en avait à certains endroits, mais qu'il n'y en avait pas toujours à jour dans les plans d'urgence, par exemple. Il manquait des éléments. Donc, c'est venu comme reconfirmer ce qu'on avait vu au niveau global en termes de gouvernance. Alors, c'est pas le rapport, la conclusion n'est pas basée seulement sur ces 3 arrondissements-là. Il est basé sur la gouvernance dans sa globalité. Merci, Mme Galipo. Merci, M. le Président. Madame la conseillère Vodanovic. Bien, premièrement, moi, je tiens à vous remercier pour le travail extrêmement pertinent, surtout sur la sécurité des immeubles. Je sais que la Chine, moi, je suis la mairesse de la Chine, vous êtes venue à la Chine et nous, on a posé certains gestes dernièrement pour augmenter la sécurité de nos bâtiments. Alors, il va de soi que de s'assurer de la sécurité de l'ensemble des citoyens utilisant les édifices, que ce soit des employés, des citoyens, est une responsabilité de base pour toute municipalité.
Puis moi, j'admire beaucoup votre travail parce que le processus, la gestion et optimiser nos manières de faire, c'est au cœur de la gestion d'une ville et je vous remercie pour ce travail rigoureux. Alors, on constate à la lecture de votre audit que dans le passé, les administrations qui se sont succédées n'ont pas nécessairement donné autant d'attention à ce dossier de sécurité dans les bâtiments qu'il aurait été essentiel de faire. Alors, je cite à la page 401 de votre rapport, ici voici la citation, « Graduellement, les membres de l'équipe, et par équipe, c'est l'unité de l'analyse et de soutien des programmes de sécurité, ont été affectés à des responsabilités plus urgentes par les responsables du SGPI et finalement, l'équipe mise sur pied en 2014 a été démantelée en 2016. Alors, une fois que l'équipe a été démantelée en 2016, pouvez-vous nous indiquer s'il y a eu d'autres équipes mises sur pied spécifiquement pour répondre à ces besoins de sécurité? Parce que ce qu'on comprend, pendant 2 ans, il y avait quelqu'un qui surveillait, qui regardait si tout se passait bien dans les édifices, puis là, il n'y en avait plus. Alors, pouvez-vous m'en parler un petit peu? Monsieur Duquette. En fait, il n'y en a pas eu, parce que suite à justement, on a démembré cette équipe-là, il n'y a rien eu d'autre qui en est suivi. Sauf ce qu'on dit, c'est qu'il y avait quand même une directive qui avait été émise, qui a été déclarée comme un enjeu stratégique. On aurait dû quand même poursuivre les aspects pour mettre en application là, les aspects importants de cette directive-là. Mais de façon globale et générale, cette politique-là, qui est accompagnée d'une directive, la plupart des aspects qui sont mentionnés à l'intérieur de ces 2 documents-là n'ont pas été mis en application. Ce qu'on a vu, d'ailleurs, c'est c'est un petit peu la conclusion globale du rapport, parce qu'aujourd'hui, si on avait bien suivi les différents éléments de la directive, on aurait sûrement des normes, on aurait une idée un bilan global, on aurait des normes, des plans de sécurité, des plans aussi de mesures d'urgence, tester les plans de mesures d'urgence. Donc, on avait mis cet élément-là en 2014 comme un enjeu stratégique, mais on a démantelé l'équipe et par la suite, on a la situation que l'on a aujourd'hui. Je peux poser. C'est un peu mélangeant. Ça va. Alors, vous pensez, alors si on avait eu cette unité, si elle aurait été préservée, on ne serait pas dans les problèmes qu'on vit aujourd'hui? Mais sûrement que ça aurait aidé, effectivement. Oui. Puis est-ce que vous recommandez qu'aujourd'hui, on installe quelque chose de semblable pour les 19 arrondissements? Ça dépend du service. Là, il y a un plan d'action. Vous allez voir, si vous regardez le rapport, le plan d'action est très, très sérieux. C'est un excellent plan d'action. Ils veulent tout mettre en place. Est-ce qu'ils dédieront des personnes spécifiquement à ceci? Bien, c'est à l'administration de décider. Là. Moi, je ne décide pas pour eux. D'accord. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de faire un bilan de la sécurité dans les édifices municipaux à Montréal. D'accord. Pour voir où est-ce qu'on en est. Puis par la suite, de décider, bon, qu'est-ce qu'on fait comme norme de sécurité, qu'est-ce qu'on fait. Et de prendre ces éléments-là au sérieux. Parce que c'est un enjeu stratégique depuis 5 ans. Malheureusement, j'arrive en 2018-2019 avec un rapport qui dit que ça n'a pas été mis en place. D'accord. Puis d'après vous, chaque arrondissement devrait le faire comme il pense, non? Je pense qu'il y a une directive, il y a quand même le secteur de l'habitation, je veux dire, la sécurité devra mettre des directives et on devra aussi appliquer ces directives-là partout dans la ville de façon importante, les meilleures mesures, mais les 1500 sont dans tous les arrondissements, les édifices. Il faut faire un bilan global, dire, dépendant de la nature de l'édifice que l'on a, quel genre de mesures de sécurité on veut faire, et aussi la même chose pour les édifices que l'on loue. On devra, si la Ville de Montréal considère que les normes de sécurité pour un édifice qui abrite, je ne sais pas, certains éléments ou dépendant de la nature, si on a des matières dangereuses ou quoi que ce soit, même si on le loue, les normes devront être les mêmes lorsqu'on loue.
Et devrait mettre ça dans nos contrats, nos baux, quoi que ce soit, en disant, ou si on veut des plans de mesures d'urgence, on devra s'assurer qu'il y a des tests des plans de mesures d'urgence, que c'est bien mis en place et que tout est là, que ce soit les édifices détenus par la Ville ou loués par la Ville. Et quand je parle Ville, je parle l'entièreté. D'accord. Merci beaucoup. Avec un plaisir. Un autre intervenant? Madame Karine Boivin-Roy, conseillère. Merci beaucoup. Merci, Mme Galipeau, pour la présentation. À la page 299 de votre rapport concernant la stratégie d'inclusion, vous faites le détail des compétences en matière de gestion de l'inclusion des logements sociaux et communautaires. Dès le premier point, vous mentionnez que la responsabilité du logement social et communautaire revient à l'agglomération, que la Ville de Montréal, je cite dans votre rapport, exerce les compétences de l'agglomération non seulement sur le territoire, sur son territoire, mais aussi sur celui de toute autre municipalité liée. Est-ce que vous pourriez nous expliquer votre compréhension de cet exercice? M. Duquette. Écoutez, je ne suis pas avocat. La seule chose, c'est qu'en termes de responsabilité de logement social, c'est une responsabilité d'agglomération. Par contre, en ce qui concerne la mise en application, c'est la Ville qui en est responsable. Puis en termes de construction, parce qu'évidemment, c'est relié à la construction, mais là, ça, c'est un domaine vraiment municipal et non d'agglomération. Le nouveau règlement sur la mixité sociale a soulevé plusieurs craintes que la compétitivité de la Ville de Montréal pourrait diminuer si le règlement n'était pas adopté à la communauté métropolitaine de Montréal, incluant les villes liées, compte tenu que les promoteurs pourraient être intéressés à construire hors des contraintes du nouveau règlement. Est-ce que, j'ai bien compris votre réponse sur la première question, mais est-ce que ce serait votre compréhension que l'administration aurait le pouvoir d'appliquer le nouveau règlement à l'ensemble des villes liées? Encore une fois, là, je ne suis pas avocat pour déterminer ces aspects-là, mais je pense que les villes liées, eux autres aussi, pourraient l'appliquer, mais en autant qu'ils font une réglementation. Très bien. Mais ça serait aux villes liées à faire cette réglementation-là. OK. Dans vos recommandations sur la stratégie d'inclusion de logements abordables, vous mentionnez le besoin d'avoir un bilan complet sur les résultats de la stratégie ville et les stratégies locales dans une optique de reddition de comptes. Ce qu'on comprend également à la lecture du rapport, c'est qu'il y a les documents de suivi dans un fichier Excel qui ne vous permettent pas de faire le bilan de manière appropriée en matière de catégorisation entre la stratégie et les villes locales. Est-ce que vous avez identifié d'autres catégories dans lesquelles ces données vous paraissent problématiques? Est-ce qu'il y a des catégories aussi à ajouter? En fait, ce qu'on dit, c'est que au niveau de l'information qui est fournie, premièrement, il n'y a pas un bilan global. On voit beaucoup de choses de prévision, d'engagement, et c'est réparti partout. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faudra avoir le réel. C'est beau l'engagement, mais quel est le montant réel? Combien de logements sociaux on a fait en réalité? Puis est-ce qu'on va atteindre nos objectifs? Et je pense que c'est ça là, qu'on met dans cette recommandation-là, c'est par rapport à obtenir le réel. C'est beau les prévisions, les engagements, les promesses, oui, mais en réalité, comment ça s'est concrétisé? Et est-ce qu'on va atteindre nos objectifs? Est-ce qu'on va atteindre réellement nos objectifs? Alors, à ce moment-là, considérant les déficiences que vous avez identifiées, dans quelle mesure on peut se fier aux chiffres qui sont avancés par l'administration? Écoutez, moi, ce qu'on recommande, c'est de mettre en place ce bilan-là. Dans le plan d'action, ils sont engagés de vous présenter un bilan. Et par rapport à ça, vous regarderez l'information qu'elle est là. Alors, il y a une recommandation, elle devra être appliquée. Merci. Madame, c'est sûr, comme tel, la stratégie des logements sociaux et 2018-2021, on parle de 12 000 logements sociaux. Et grosso modo, on parlait de 12 000 logements abordables. Grosso modo, 6 000 logements sociaux, 6 000 logements abordables.
c'est sûr, comme Mme Galipeau vient de le mentionner, des engagements, éventuellement, c'est des constructions éventuelles. Mais nous, ce qu'on dit, c'est qu'on aimerait ça sur le 12 000, combien est-ce qu'il y en a de réellement là, qui sont occupés, et non pas des engagements des promoteurs ou de constructeurs qui vont peut-être pouvoir se réaliser dans 1, 2, 3, 4, 5 ans, puis peut-être dans certains cas, pas du tout. Fait que c'est dans ce sens-là. En fait, de dire aujourd'hui, en 2019, il y en a combien de construits par rapport aux 12 000 de promesses? Puis en 2020, puis en 2020, on va se rendre aux 12 000? C'est ça, en fait, la recommandation. C'est de dire, c'est beau de dire, on a des engagements, mais est-ce qu'on va vraiment les réaliser? Ça va. Un autre intervenant? Monsieur Mialet, la parole est à vous. Merci. Je peux revenir un instant sur les applications de la Cour. Vous avez, une partie de votre rapport fait référence au nombre de personnes qui ont accès aux applications. 2, entre autres, sont problématiques. En fait, pour retirer des constats. Oui. Ma question est, vos vérifications étaient strictement sur le nombre d'accès ou est-ce que vos vérifications ont également fait des tests à savoir si certains accès non autorisés ou certains accès qui n'étaient pas sur la liste des administrateurs devant avoir accès, si ces personnes-là ou ces accès-là, je devrais dire, ont fait des annulations de constats ou ont procédé à des transactions qui, dans les faits sur papier, ils n'étaient pas autorisés. Lorsqu'on a fait les tests, je vais revenir à... Nous, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est la possibilité. Il y en a 3, par exemple. Il y en a 160 qui ont accès. 157 personnes. Lorsqu'on a fait les tests en audit financier, c'était ça la volonté. C'est de dire, est-ce qu'il y a eu un retrait par quelqu'un non autorisé? Parce que là, on s'est dit, s'il y a un retrait par une personne non autorisée, le chiffre n'est peut-être pas correct. Oui. Alors, on a voulu se rassurer par rapport à ça. J'en ai pas trouvé non autorisé, c'était autorisé. Mais c'est sûr que c'est un test, tout était là. Mais la porte est ouverte, le risque demeure. Mais j'en ai pas trouvé dans le cadre de mes tests en financier, je ne l'ai pas trouvé, je peux vous le dire. Mais sans avoir recours à vos tests, de leur côté comme gestionnaire, n'ont-ils pas une liste de qui fait les transactions, avec quel accès? Non. Ils n'ont pas ça. Non. C'est majeur. OK. Merci. Conseiller Christian Arsenault. Bonjour, juste ici, à votre droite, dans le coin. À mon tour, de vous remercier beaucoup pour ce rapport fort intéressant. J'aimerais qu'on parle de l'évaluation de rendement en tant que membre sur la commission de l'examen des contrats. Quand je vois les mots rendement insatisfaisant, ça me rappelle de nos séances en commission. Alors, je suis surtout curieux par rapport aux recommandations contenues à la page 371 de votre rapport, surtout concernant les directives administratives, les délais pour signifier un rendement insatisfaisant à un fournisseur. Selon ma compréhension, vous me corrigerez, tous les délais, les recours, les étapes sont assez bien connus par les différentes instances de la Ville. Est-ce que les fournisseurs de la Ville sont au courant des détails de ces procédures? Est-ce que ça apparaît dans les cahiers des charges à votre connaissance? Et une fois écrite, je pense notamment à la recommandation 3.1.2.2.c pour préparer pour chaque dossier d'évaluation de rendement insatisfaisant d'un fournisseur un échéancier, et tous les délais à respecter. Est-ce que ça pourrait être prise par toutes les unités d'affaires dans la rédaction des contrats? Est-ce que c'est quelque chose qui devrait être modifié pour avoir une checklist ou quelque chose de même? Comment prévoyez-vous l'implémentation
d'une telle recommandation? Monsieur Duquette. Écoutez, dans la façon de le faire, on ne se rend pas jusque-là. On dit juste que ça doit être connu, par exemple, par l'ensemble des unités d'affaires et suivi. Le processus comme tel, à partir du début jusqu'à la fin, c'est 150 jours. Donc, on parle de 5 mois. Et dans certains cas, il a été porté à notre attention que quand c'est arrivé au comité exécutif, que déjà le délai était dépassé. Donc, à ce moment-là, ça devenait sans objet et ce dossier-là suivait son cours, même s'il aurait pu éventuellement apparaître sur la liste de rendements insatisfaisants. Merci pour la précision. Alors, évidemment, par rapport au délai, il y a un peu de travail à faire. J'en prends bonne note. S'il y a d'autres aspects de la directive qui méritent une révision, je vous invite à les préciser à voix haute s'il y a d'autres choses qui vous viennent en tête. À part ça, à votre connaissance, existe-t-il d'autres municipalités? On va peut-être répondre à votre première question. Certainement, merci. Écoutez, Madame Galipo. dans le cas là, justement de la directive, il y a un aspect qui est important. On a nommé 3 aspects dans le rapport, mais dont, entre autres, un aspect quand on parle de la fin du contrat. Qu'est-ce qu'on entend de la fin du contrat? Dans les unités d'affaires, même qui ont fait l'objet de notre audit, ils ne font pas le même type d'interprétation. Exemple, dans certains cas, on dit la fin du contrat, c'est à l'acceptation provisoire des travaux, et dans d'autres cas, c'est à l'acceptation définitive. Ce qui fait que dans certains cas, entre ces 2 aspects-là, il peut y avoir des mois et même des années qui peuvent s'écouler entre les deux. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on vienne préciser et clarifier ce qu'on entend par fin du contrat, parce que justement, comme vous l'avez mentionné tantôt, les délais partent à un certain moment donné. Donc, c'est pour ça qu'il faut préciser quand est-ce que le contrat est fini, est terminé. Merci. Dernière question à ce sujet. Je suis juste curieux s'il y a eu un travail de comparaison avec d'autres municipalités. Est-ce qu'il y a d'autres qui ont des programmes d'évaluation similaires? J'aurais cru voir que le gouvernement du Québec a quelque chose de similaire aussi. Pourriez-vous en faire commentaire? Tout est récent, mais ce qu'on a regardé, c'est vraiment l'application à la ville. On a voulu vraiment regarder le règlement dont la ville s'est dotée et son application. Il faut comprendre là, que c'était l'objectif du mandat. D'accord, merci. Je vais changer de sujet pour parler des dossiers informatiques. Je pense que mon collègue Mialien avait commencé là-dessus tantôt en parlant de GESCOR. Évidemment, pour moi, c'est un sujet doublement intéressant. Je suis parmi les seuls milléniaux dans cette chambre. Alors, quand on voit que des infrastructures et les logiciels informatiques ne fonctionnent pas très bien ou qu'ils ont besoin d'une mise à jour depuis longtemps, c'est particulièrement étonnant pour la génération Facebook. Alors, parlant surtout de l'application Seki, qui affiche, comme les autres, des retards considérables. N'ayant pas été mis à jour depuis à peu près 10 ans, si j'ai bien noté, pourriez-vous nous faire part à voix haute des conséquences particulières des retards accumulés? Et en fait, je pense que les éléments les plus importants dans tout ça, c'est au niveau perception, on en parle dans le rapport, au niveau respect de la loi, au niveau de l'envoi là, des données. Et aussi, lorsque c'est désuet, vous étiez un milléniaux, c'est un jeu de relève. Alors, lorsque vous comprendrez, quand vous avez des systèmes qui sont très, très, très désuets, il est difficile de trouver des gens, en termes de relève, qui vont pouvoir
venir remplacer les gens qui vont quitter la ville pour leur retraite. Alors, c'est un très gros enjeu, là. Et Montréal, c'est la 3e plus grosse cour en Amérique du Nord. Écoutez, c'est pas au Canada, en Amérique du Nord. Et on a des applications désuètes où il y a de l'information, où on n'est pas capable d'envoyer certaines informations. Alors, c'est très, pour moi, c'est urgent que ce projet-là de cour municipale soit mis en place, là. Qu'on priorise. Je sais que la Ville a énormément de priorités au niveau de toutes ces applications ou de cette technologie ou au niveau des plans d'investissement. Mais les trois, en fait, il y a fait 4 applications, mais les 2 mandats d'audit des technologies d'information, en elles-mêmes, ces applications-là génèrent plus de 80% des revenus totaux de la Ville. Alors, merci, Monsieur le Président du Comité exécutif. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Très brièvement. Il reste 5 minutes de temps. Ah, ça va être très bref. Merci beaucoup, Madame la vérificatrice, Mesdames, Messieurs. Pour rester sur le sujet de mon collègue Arsenault, donc effectivement, on travaille très ardemment avec mon collègue Croteau sur les services informatiques, mais j'aimerais savoir, vous êtes au courant que le service des affaires juridiques, par le temps que le service des technologies d'information arrive à livrer ce projet de cours numérique, que beaucoup de mesures ont été mises en place justement par notre avocat en chef, Maître Gay, qui est service des affaires juridiques. On a remis des contrats, des sommations sont faites. On a donc fait beaucoup de travail pour récupérer les sommes entre-temps et donc on investit des sommes importantes pour faire en sorte qu'il y ait des opérations manuelles qui soient faites justement pour aller récupérer l'ensemble des sommes des Montréalais. Comme je le dis dans le rapport, les gens font des efforts notables, importants pour maintenir ces applications-là et maintenir ces opérations-là. Je l'avais lu, je suis très content de l'entendre. Et ça, je le note autant pour Cécile Lascour que pour GEM. Je dirais, les gens font énormément d'efforts, là. Je reconnais là, les efforts qui sont faits par les gens. Je peux vous dire que les rapports sont validés par toutes les entités concernées et que les gens étaient complètement d'accord avec le rapport, là. Mais je tiens à reconnaître quand même que, et comme je le dis, en termes de dollars au niveau des constats, en audit financier, pour nous rassurer, on a fait quand même des tests pour pouvoir émettre notre opinion sur les états financiers. Monsieur le chef de la position officielle. Merci, M. le Président, Mme Galipo, mes collègues. Merci encore une fois du rapport ainsi que l'information que vous nous apportez. J'ai environ 4 minutes. J'aimerais essayer avoir 2 questions. Vous êtes rendu à 6,50. 6,50 à cause de... OK, c'est beau. Merci. Je veux rien toucher un peu sur le dernier aspect qui a été soulevé par M. Doré, vous-même pendant la présentation concernant les applications de la Cour. Je comprends que les efforts sont en train d'être faits. Vous avez dit comme quoi il y a des efforts importants qui sont faits. Et vous avez également dit comme quoi ils sont vraiment en fin de vie. Ils sont, je dirais, peut-être sous des soins palliatifs, on pourrait dire. Alors, hormis les efforts qui sont reconnus de votre part, vous avez dit que c'est un risque important à cet égard-là. J'aimerais que vous entendiez rapidement sur un plan B. Est-ce qu'il y a un plan B si jamais il y a une mort qui vient subitement? En ce moment, le plan B, c'est manuel, là. Les gens font des efforts et ils vont de cette façon-là, c'est ça, là, en ce moment. Mais il y a quand même un projet là, qui est cours municipal en cours, qui sont en cours, mais en ce moment, c'est le plan B. Parce qu'on est là, on est en train de faire tout ce qu'on peut pour le faire. Mais merci. Je n'ai pas d'autres réponses. Merci. Ma deuxième question, c'est sur les orientations vers le futur. Les orientations, votre plan stratégique. Alors, vous avez indiqué, page 507 de votre rapport, oui. Vous indiquez certains objectifs oui. concernant mener un certain nombre d'audits à travers différentes
services ou bien vous donnez par exemple des audits de performance axés sur le développement durable, technologie de l'information, cybersécurité, etc. Ce que je vois, ou peut-être ce que je ne vois pas, et dans le rapport et de l'orientation, c'est des enquêtes, des audits plutôt sur notamment la STM, dans un contexte où elle est à l'intérieur du périmètre comptable, à l'intérieur où on a vu rapidement qu'il n'y a pas eu vraiment d'audit approfondi depuis 2014, où on est en train de pouvoir, où on donne 500 millions de dollars par année, bon an, mal an, à la STM. Nous comprenons qu'il y a un vérificateur interne à la STM. Nous comprenons les réalités de la loi 155 également. Nonobstant cela, est-ce que ça fait partie, à un certain niveau, sachant qu'il y a tellement d'argent de la ville qui va, est-ce que ce ne serait pas un service, une entité à considérer? Pour vous répondre, j'ai maintenu ma présence en audit financier dans la STM parce qu'effectivement, on donne énormément d'argent. Oui. Donc ça, c'est première chose. L'année dernière, on avait fait un mandat sur la protection des renseignements personnels à la STM. Et dans le plan stratégique, il y a un des éléments où on re-questionne justement, un des objectifs qu'on donne, c'est qu'on veut re-questionner avec les nouveaux organismes qui viennent s'ajouter à 107.7, on veut re-questionner toute notre présence ou comment on va faire nos travaux. Donc, c'est un des objectifs sur lesquels on voudrait rendre compte. C'est des éléments qu'on regarde beaucoup. Et j'aimerais ajouter, j'en ai pas parlé, mais dans mon mot du vérificateur, nous avons fait aussi une très grande matrice de risque cette année au bureau du vérificateur général pour nous-mêmes. On l'a amené pour nous aider justement dans nos choix. Et le plan stratégique, l'idée derrière ça, c'est de justement nous re-questionner, nous dire est-ce qu'on est toujours au bon endroit. On a fait énormément de travaux, je pense. On a regardé quand même les 10 dernières années. Fait beaucoup de choses, mais on se questionne par rapport à ça, puis on regarde les risques. Je vous dirais que j'ai encore plus de 4 rapports à faire. Sachez que j'aurai jamais assez de 4 ans pour faire tout ce qu'on voudrait faire. Merci bien, Mme Galipeau. J'aimerais peut-être poser une autre question sur un élément que vous avez souligné qui est demande spéciale. Vous avez souligné comme quoi vous pouvez recevoir ou devez recevoir des mandats du conseil municipal, hormis des demandes spéciales. Alors, évidemment, en vertu de la loi, c'est une façon de donner un mandat. Vous avez également, en vertu de la loi, la capacité d'initier des enquêtes sous vos propres chefs. Vous avez la capacité de le faire. Alors, je me demande, dans un contexte où vous recevez des demandes, que ce soit de la ligne du inspecteur général, que ce soit d'autres élus, vous n'êtes pas aucunement obligé de les accepter. C'est à vous de décider, oui ou non, s'il y a une pertinence à aller de l'avant. Alors, j'essaie de comprendre pourquoi vous soulignez le fait que s'il doit y avoir des demandes spéciales, ça doit passer par le conseil municipal. Il faut faire attention, là. On a une ligne aussi d'éthique, un signalement. S'il y a un signalement, quelqu'un qui voit quelque chose, nous aussi, on a maintenu la ligne. D'ailleurs, cette année, on en parle un petit peu. Et c'est sûr qu'on maintient une très bonne communication avec l'inspectrice générale. Elle a une ligne de signalement et on a convenu ensemble qu'on ferait un genre de protocole d'entente pour dire, parce que des fois, on a nos compétences particulières. Donc, nous, si on reçoit quelque chose qui, à notre avis, relève de l'inspectrice générale, du bureau de l'inspecteur général, on le transmet. On le fait, là, on demande à la personne qui fait la plainte de toute façon. Donc ça, c'est des plaintes en tant que telles. Mais souvent, les demandes que j'ai, c'est beaucoup plus vaste que ça. C'est pour faire un mandat d'audit en tant que tel. Alors là, à ce moment-là, oui, ça doit passer par 107.12 parce que, écoutez, dans le juge approprié, lorsqu'on fait le rapport ici avec les 11 mandats d'audit et le financier, c'est ce qu'on a jugé approprié faire. Alors, il faut comprendre que c'est cet élément-là. Mais on reçoit souvent des demandes en disant, on voudrait que vous regardiez ça. C'est différent, là. On reçoit il y a différentes choses, il faut comprendre. Puis, ce qu'on essaie, comme je l'ai dit, de plus en plus faire et ce qu'on veut faire comme entente, il y a l'ombudsman, il y a le bureau de l'inspecteur général, il y a le contrôleur général, puis il y a le vérificateur, la vérificatrice générale. Et souvent, les gens, je vais vous le dire, envoient partout.
Alors, ce qu'on essaie de faire, c'est faire des ententes en disant, ça, c'est à toi. Et les gens, un des éléments que vous avez vu dans le plan stratégique, ce que j'ai indiqué, c'est que je veux faire expliquer mieux notre rôle, faire mieux comprendre. On veut revoir notre site Internet, on veut mieux comprendre pour que, justement, il y ait moins de confusion. Parce que les gens, souvent, disent, « Ah, ben oui, on vous a vu, mais non, c'est le contrôleur général, ah, c'est l'inspectrice générale. » Et aussi, de garder chacun nos compétences et lorsqu'on reçoit quelque chose, de le remettre à la bonne instance si ça ne relève pas de nous. Mais moi, quand je parle de demandes spéciales, c'est vraiment des demandes en audit de gros mandats ou des choses, c'est pas des plaintes ou des éléments particuliers. Où on me demande de faire un mandat sur quelque chose, je dis OK, si c'est une demande du conseil. Merci bien. Et je vais juste ajouter une chose. C'est pas parce que vous les envoyez qu'on le fait pas aujourd'hui, qu'on n'en tient pas compte plus tard. Là. Soyez certains qu'on prend tout ça en note. Là. Alors, après répartition du temps, il reste 6 minutes 50 à l'administration. Le temps qui n'a pas été utilisé par les indépendants a été réparti en temps égal. Alors, je suis prêt à reconnaître Mme Vodanovic. Alors, merci. Alors, moi, je tiens encore une fois de vous remercier de vous être penché sur notre stratégie d'inclusion de logements abordables. Alors, on n'est pas sans savoir que la stratégie n'a pas donné les résultats souhaités. C'était pertinent de la regarder en détail. Et au point 3.1b, vous avez recommandé de favoriser l'usage de pratiques uniformes pour l'ensemble des unités d'affaires, d'en assurer une équité envers les promoteurs et surtout une plus grande cohérence sur l'ensemble du territoire de la Ville. Alors, vous savez sûrement, la semaine dernière, la Ville de Montréal a présenté son règlement pour une métropole mixte qui vise notamment à mettre en place des exigences prévisibles pour l'ensemble des promoteurs immobiliers, le fameux 2020, sur les territoires montréalais pour tous les immeubles de 5 logements et plus. Alors, estimez-vous qu'une telle démarche s'inscrit dans vos objectifs généraux de davantage de pratiques uniformes? En fait, répondons-nous avec ce nouveau règlement à certaines des problématiques de la stratégie d'inclusion? Monsieur Duquette. Écoutez, là, ce projet de règlement-là, dans un certain sens, oui, c'est dans le même sens qu'on le mentionnait quand on parle de pratiques uniformes. Parce que là, présentement, si, évidemment, ce projet de loi-là est adopté, devient loi, en fait, ça va être connu de tout le monde. Il va y avoir évidemment des territoires qui vont être déterminés, mais il va y avoir des seuils qui sont connus pour tout le monde, compte tenu, par exemple, si on parle de contribution financière, qui vont être connus de tout le monde dans tel secteur, compte tenu de l'importance du projet. Voici les montants qui devront être donnés. Tandis que présentement, premièrement, on sait que c'est une forme incitative, puis il y avait toutes sortes de seuils à l'intérieur des unités d'affaires, ce qui faisait que pour l'arrondissement X versus celui qui était à côté, ça pourrait être vraiment différent et ça semait sur la confusion au niveau, entre autres, des promoteurs. Merci. Une autre intervention? Côté de l'administration. Alors, avec votre conclusion, Mme Galipeau, la parole est à vous. Bien, écoutez, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez pris et j'espère que ce rapport vous aidera au niveau, vous donne un regard indépendant et objectif sur l'administration municipale et que l'an prochain, je me présenterai avec des recommandations mises en place. C'est tout. Alors, on remercie tous les participants qui ont intervenu, alors autant de l'administration, de l'opposition officielle et d'un député indépendant. Alors, et sur ce, je vais ajourner les travaux de cette assemblée pour faire rapport à la présidence. Merci. Bonne journée à vous tous.
va faire sonner les cloches pour rappeler les élus dans la salle du conseil. Merci beaucoup. Alors, nous allons reprendre avec l'ordre du jour du conseil municipal. Monsieur le leader, prenez votre temps. Alors, je vais donner la parole à M. Bissonnette qui va faire rapport du comité plénier. M. Bissonnette, à vous la parole. La présidente, le comité plénier a rempli son mandat. Il y a d'une durée de 90 minutes. 30 minutes pour la présentation. Excusez-moi, M. Bissonnette, je pense qu'on ne vous entend pas assez bien. Est-ce que... Oui, allez-y. Je suis désolée, M. Bissonnette. M. Bissonnette, je suis désolée. Levez le micro peut-être vers vous. Oui, allez-y. All right. Alors, le comité plénier fait rapport. Le temps était de 90 minutes. 30 minutes pour la présentation par la vérificatrice générale. 30 minutes pour les élus. Il y a eu 10 interventions, 10 intervenants
et il y a eu 32 questions. Alors, tout s'est très bien déroulé, madame. Vous n'étiez pas dans l'inquiétude, je suis certaine. Merci beaucoup, M. Bissonnette. Je n'ai eu aucune inquiétude. Alors, Monsieur le chef de l'opposition, c'est à quel... Oui, Monsieur Luder. Alors, Madame la Présidente, pour qu'il n'y ait pas de confusion chez personne, suite à la plénière, nous sommes au dépôt du rapport annuel 2018 de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal. Excellent. Pouvez-vous rappeler le point? 706. Merci beaucoup. Alors, 706, Monsieur le chef de l'opposition. Merci, Madame la Présidente. Donc, évidemment, on a eu la chance de pouvoir recevoir le rapport de la vérificatrice générale. On a eu la chance de commencer à le lire, l'analyser. Évidemment, on a eu la présentation à cet égard par la vérificatrice générale et son équipe. Je pense que ce qu'on peut dire, ce qui ressort des préoccupations de la vérificatrice générale, c'est évidemment les enjeux en lien avec les applications de la Cour municipale. À tel point qu'elle a dit elle-même, ils sont vraiment en fin de vie, pas en fin de vie utile, mais en fin de vie. J'ai ajouté le terme palliatif et puis elle ne s'est pas objectée. Et le risque qu'il y a, c'est évidemment le risque que si jamais il y a une application qui tombe, il y a évidemment la question de la gérance du système de la Cour municipale, également du suivi des contraventions. Alors c'est une préoccupation. Et le plan B n'est évidemment pas réduisant manuellement. On est au courant, effectivement, c'est quelque chose qui date depuis plusieurs années. C'est un enjeu également sur lequel il y a déjà un plan. On sait que l'administration est préoccupée par cet enjeu-là. Évidemment, je pense collectivement, on va continuer à suivre cela pour s'assurer que la situation ne s'empire pas. Le deuxième point qui a été soulevé, évidemment, c'est le nombre assez bas de recommandations qui ont été suivies depuis 2017 en particulier. Donc depuis le rapport de l'année passée, et également le nombre assez important, comme quoi il y a certaines recommandations qui n'ont pas été amorcées. Alors, on prend note de la personne additionnelle au bureau du contrôleur général qui va s'attaquer à cet égard-là. Mais moi, je pense que c'est un questionnement qu'on doit avoir collectivement. Pourquoi avons-nous besoin d'une personne pour s'assurer que les services font le suivi? Moi, je suis un peu mal à l'aise dans le contexte où on a des hauts fonctionnaires qui ont l'autorité, qui ont les mandats, qui ont les obligations de faire cela. Et là, on vient rajouter une personne pour s'assurer qu'ils font leur job. Alors moi, je pense que c'est... et je comprends l'administration de vouloir faire quelque chose, de vouloir démontrer une volonté d'améliorer la situation, mais je pense qu'il y a peut-être un enjeu un peu plus large qu'il faut considérer. Troisième point que j'aimerais amorcer, c'est évidemment la situation avec la sécurité des bâtiments qui a été soulevée. Il y a plusieurs questions qui ont été posées. Il y a certains articles, évidemment, qui ont parlé à cet égard-là. C'est préoccupant, notamment, comme à titre d'exemple, si on ne sait pas qui a accès à quelle clé, à quel bâtiment. On n'a pas ça de façon compréhensive. C'est préoccupant, évidemment, pour les enjeux de sécurité. Le dernier point que j'aimerais amorcer, je n'ai pas eu la chance d'en poser des questions, mais mon collègue M. Arsenault a pu poser plusieurs questions. C'est sur le programme d'évaluation des fournisseurs. On a eu, au cours de la dernière année, des cas où l'opposition officielle a soulevé des lacunes, où nous, à travers notre travail rigoureux, on a pu déceler des problématiques qui n'avaient pas été trouvées jusqu'au stade du conseil municipal. Je pense qu'on peut être d'accord sur le fait qu'on doit absolument corriger cette situation. Il est inconcevable, il est inacceptable que des élus soient obligés de prendre des décisions sans avoir toute l'information nécessaire. Alors, on prend bonne note des recommandations ainsi que des engagements à cet égard et on souhaite à ce que
on puisse corriger cela, ainsi que tous les autres enjeux le plus rapidement possible. Je vous remercie. Merci, Monsieur le chef de l'opposition. Monsieur Croteau, à vous la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. Alors, nous prenons bien note des informations qui étaient contenues dans le rapport du vérificateur général par rapport à certaines lacunes et inquiétudes au service des technologies de l'information et par rapport à ce qui était plus particulièrement souligné sur le projet de cour municipale. Bien entendu, ce projet est en cours de réalisation. Je tiens à souligner que l'ensemble des applications de la Ville qui demandent des ajustements et des mises à jour par rapport aux lois qui ont été votées au cours des dernières années sont absolument prioritaires pour nous. Je tiens d'ailleurs à souligner et à rassurer l'ensemble des membres du Conseil que tout récemment, j'ai fait faire une analyse complète de chacun de ces éléments-là qui avaient attrait à la question de la gestion des finances de la Ville et toutes les questions réglementaires pour être certain que tous les dossiers qui peuvent être problématiques ou litigieux pour l'organisation doit être priorisé. J'ai donc travaillé en collaboration avec le président du comité exécutif pour nous assurer que chacune de ces applications était prioritaire pour les services des technologies de l'information pour ne pas compromettre les services de la Ville de Montréal, mais surtout l'intégrité financière et juridique de la Ville. Je tiens aussi également à rassurer que la question des réponses au vérificateur général est pour moi une grande inquiétude. J'ai aussi demandé un rapport complet de toutes les réponses et des suivis qui avaient été donnés récemment de la part du service des technologies de l'information et je vais m'assurer au cours de la prochaine année qu'il y ait véritablement un redressement qui soit fait à cet égard. Et donc, pour nous, ce n'était pas nécessairement une surprise, ce qui a été dans le rapport. J'avais déjà donc demandé des informations qui étaient en lien avec ça et nous allons nous assurer au cours des prochains mois, malgré les difficultés de recrutement, comme vous le savez, et le fait aussi qu'on a à embaucher un nouveau directeur des technologies de l'information, que l'organisation suivra le travail de près et qu'on redressera la situation. Merci. Merci beaucoup, M. Croteau. La parole à M. Miele. Madame la Présidente, alors nous avons entendu le responsable des TI faire cet engagement et nous lui en remercions. Par contre, vu l'aspect très inquiétant dont la vérificatrice générale nous a fait part aujourd'hui, soit dans son tableau sur le nombre de non-réponses et le nombre de non-suivis de la part de plusieurs unités, parce qu'on a ici, et la colonne de 2017 est fort parlante lorsque je vous réfère à la page 467 du rapport, lorsqu'il y a 69 recommandations d'efficience qui n'ont même pas été répondues par les services, lorsque le deuxième plus haut nombre était en 2016, soit de 16. Lorsqu'on passe de 16 à 69, c'est assez inquiétant. Et donc, je demande à l'administration ce même engagement que nous avons eu du responsable des TI aujourd'hui, si on peut avoir un tableau, un rapport déposé au Conseil des unités qui ne répondent pas, qui sont les plus récalcitrantes versus la vérificatrice générale, que ce soit un dépôt qui est fait ici afin que ce chiffre-là de 69 ne revienne plus dans un rapport subséquent de la vérificatrice générale, Madame la Présidente. Je vous en remercie. Merci, M. Miele. La parole à M. Doré. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Tout à fait. Alors, je veux tout d'abord remercier la vérificatrice générale et les membres de son équipe. Je lui ai dit tout à l'heure, mais je tiens quand même à le réitérer parce que des instances de contrôle, c'est absolument nécessaire. Il y a bien sûr le contrôle interne. Notre contrôleur général fait un très bon travail avec les membres de son équipe, mais c'est bien aussi d'avoir donc cette vérification, ce contrôle-là, qui est fait pour les membres du conseil municipal. Et bien sûr, on a les vérifications externes pour ce qui a trait à nos états financiers. Alors, ça, c'est absolument important d'avoir ces instances parce que toute organisation de la taille de la Ville de Montréal est perfectible.
Et il faut s'assurer, malgré toute la volonté, la bonne volonté des élus et de la direction générale, il faut s'assurer de faire des redditions de comptes, de s'assurer d'avoir des indicateurs et de faire des suivis de façon très suivie. Des suivis, oui. Des suivis rigoureux, c'est ce que je voulais dire. Alors, le travail a été bien fait, on a bien suivi les travaux, je peux garantir à cette Chambre que l'ensemble des unités administratives ont grandement collaboré. D'ailleurs, la vérificatrice générale nous l'a assuré et a assuré à la direction générale que l'ensemble des unités administratives avaient bien collaboré. Oui, il y a beaucoup de recommandations qui sont faites, mais en même temps, il y a un grand travail cette année qui a été fait par le bureau de la vérificatrice générale, où justement on avait un grand nombre quand même d'années de suivi de recommandations. Alors, on prend les choses très, très, très au sérieux puisque notre administration est dans un virage. C'est l'une des choses que la mairesse et moi avions demandé dès l'arrivée en poste de M. Lamontagne. C'était de faire un sérieux virage dans l'ensemble des recommandations donc le suivi des recommandations au rapport de la vérificatrice générale. C'est ce qu'on a fait et c'est ce que reconnaît également la vérificatrice générale. Tout le travail qui a été fait par notre administration pour justement prendre très au sérieux ces recommandations, effectuer un sérieux coup de barre dans l'administration municipale, justement pour que chacune des unités administratives puisse prendre au sérieux ces recommandations-là et voit ça vraiment comme de l'amélioration continue, mais un passage obligatoire vers une administration, en fait, une fonction publique qui soit efficiente et qui soit efficace. Ce qu'on veut, c'est de gérer de façon optimale les fonds publics, les fonds qui nous sont donnés. Je peux mentionner également au chef de l'opposition officielle qui se questionne sur ce poste que nous avons créé, donc une ressource additionnelle au contrôleur général. C'est apprécié non seulement par le bureau de la vérificatrice générale, mais également par le comité de vérification. Ça fait partie de ce virage où on veut justement faire en sorte que toutes les recommandations antérieures à notre arrivée, 2016 et 2017, mais qu'elles soient mises en priorité. Et on se souviendra que sous l'ancienne administration, des choix avaient été faits qui étaient un peu différents des nôtres. Ça se valide, c'est correct, mais lorsqu'on est arrivé, nous, on dit, le backlog, là, je pense qu'il faudrait le régler. Alors, c'est ça, dans le fond. Cette ressource additionnelle, c'est un travail sérieux, rapide, et c'est déjà entamé pour les recommandations antérieures, soit 2016-2017. Donc, 2 instances de contrôle qui nous disent que ce poste-là est nécessaire. Est-ce qu'on va le garder ad vitam aeternam? Non. Mais pour l'instant, il y a un redressement important qui doit être fait et c'est ce qu'on a donc décidé de faire. Et je termine en vous mentionnant qu'on accueille favorablement, bien sûr, le rapport de la vérificatrice générale. Je pense que toute administration municipale doit travailler dans un souci d'imputabilité, dans un souci également d'efficience, dans un souci de transparence, et donc que les recommandations que la vérificatrice générale nous demande de faire, on va y procéder. Alors, je réitère que c'est un virage important que notre administration a entamé récemment et ça a été reconnu par la vérificatrice générale. Et je termine vraiment cette fois en mentionnant que oui, les systèmes informatiques sont dans un piètre état pour beaucoup, que pour la cour numérique, c'est important. Donc, c'est vraiment un important virage qu'on doit faire, mais nous n'avons pas les bras croisés. On a fait des opérations manuelles. Ça veut donc dire vraiment qu'on a des gens qui travaillent de façon très efficace à aller chercher les sommes qui sont dues à la Ville de Montréal parce que ce sont des sommes qui nous sont dues. Alors, c'est ce qu'on fait en ce moment. Le service des affaires juridiques a donc donné des contrats. On s'est assuré d'engager des huissiers. Il y a eu d'ailleurs une opération importante pour aller chercher des sommes qui nous étaient dues depuis très longtemps et qu'on a fait des sommations. Et ça, on le voit, la vérificatrice générale l'a reconnu dans son rapport et verbalement aussi en disant que l'administration ne disait pas juste, qu'est-ce que vous voulez, on a hérité de système informatique dans un piètre état et on veut corriger la situation. Alors, quand ça sera réglé, on ira chercher de l'argent. C'est pas ce que nous faisons. Les sommes sont dues à la Ville de Montréal, sont dues aux citoyens de la Ville de Montréal et nous sommes en train de les chercher à coût de centaines de milliers de dollars, même si les technologies ne sont pas au rendez-vous pour l'instant. Merci, Madame la Présidente.
Merci beaucoup, M. Doré. Alors, ce rapport, il est déposé. M.